Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis avec Frédéric Brindel de vous accueillir jusqu'à 20h et vous connaissez peut-être les jeux vidéo. Vous en faites partie. Près de 40 millions de Français jouent à des jeux et depuis quelques années, le jeu vidéo affole donc les compteurs alors que son industrie affiche une excellente santé financière. Environ 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2021. Il rassemble 73% des Français en tant que joueurs occasionnels, devenant dès lors le premier loisir national. Source de développement économique, de rayonnement et d'emplois pérennes dans l'ensemble du territoire, l'industrie du jeu vidéo apparaît aujourd'hui comme une opportunité pour la France de s'affirmer en tant qu'acteur principal au niveau européen, voire mondial. Et puis l'école Studio Mercier, spécialisée en art numérique, offre des formations de 4 ans dans les domaines de jeux vidéo et du cinéma d'animation 3D. Les élèves y développent leurs projets professionnels, leurs compétences techniques et leur sens artistique très important. On va en parler avec nos invités. Pierre Soulier, qui est avec nous, directeur de Studio Mercier Béziers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Géraud Toussaint, enseignant Studio Mercier aussi à Béziers, professionnel de la programmation. Merci d'être avec nous. Bonsoir, on vous souhaite la bienvenue. Vous allez nous aider à devenir meilleurs. C'est ça, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et on va parler bien entendu de ce avec vous, Pierre Soulier, puisque vous êtes directeur de Studio Mercier. Aujourd'hui, le jeu vidéo en matière de joueurs, on le disait en ouverture, c'est énormissime. On a regardé les chiffres, c'est très impressionnant. Bien évidemment, c'est en fait le média jeu vidéo, enfin, il est intégré dans toutes les familles, strates, dans toutes les strates familiales maintenant, oui. Et on le retrouve bien évidemment sur les salons. On voit que tout le monde joue aux jeux vidéo et c'est multigénérationnel aussi. Donc effectivement, on voit que c'est un support de communication, mais pas que, de loisirs aussi. Et c'est vraiment l'industrie qui se développe au maximum. Désolé pour le clin d'œil, mais vous cassez un code énorme. C'est-à-dire, avant, on disait, tu ne joues pas aux jeux vidéo, sinon tu finis ton travail à l'école. Là, je travaille sur les jeux vidéo à l'école. Vous avez fait une révolution. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est une industrie qui est très professionnelle, qui existe. Hein, vous l'avez signalé, c'est plus de 5 milliards de chiffre d'affaires. Il y a à peu près entre 1000 et 2000 nouveaux emplois qui sont créés chaque année dans cette industrie. Donc évidemment, à un moment donné, il faut former les professionnels. On a la chance en France d'avoir une des meilleures industries créatives dans ce secteur-là. Donc automatiquement, il faut avoir les centres de formation qui vont avec. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une French touch. C'est intéressant de le dire, Géraud Toussaint. Vous êtes enseignant, mais il y a aussi, historiquement, les années 80, chez les Français, en tout cas, le savoir-faire français était vraiment plébiscité. Oui, on a fait partie, je pense, des premières industries, si on ne compte pas le côté États-Unis et Japon, qui était vraiment au tout début. On a fait partie, en tout cas en Europe, des premiers pays à s'implanter, à exister, et on a toujours cette marque-là, ne serait-ce que grâce à Ubisoft, qui fait partie des tout premiers, qui aujourd'hui est un des acteurs majoritaires de la scène du jeu vidéo. C'est clairement un élément marquant de ces années-là, et c'est un savoir-faire que beaucoup d'industries sont venues chercher et qu'on vient encore chercher. L'explosion, c'est quand exactement, où vraiment le jeu est devenu tellement réaliste? C'est quoi, c'est il y a 5 ans? Ça s'est fait petit à petit, je pense. Il y a eu des moments. En fait, il y a des moments très marquants. Il y a des moments très identifiés. Je pense que si on revient aux générations des années 90, là, on a eu un vrai gap qui a commencé à se passer sur la génération à peu près de la PlayStation 1. Ces premières consoles de salon là qui ont dépassé le 16 bits. C'est vraiment là où on a commencé à avoir des vrais. PlayStation, c'est la révolution, c'est ça? C'est un début. C'est un début. Il y a vraiment des éléments marquants. Il y a des jeux très très marquants, très identifiés sur PlayStation qui ont sur cette génération-là. Je dis PlayStation, mais il y avait d'autres consoles, d'autres marques à ce moment-là qui étaient là aussi. C'est cette génération-là, sur le 64 bits, où on a commencé à voir arriver l'essor de la 3D réellement. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir des bons en avant qui ont fait que s'accélérer en fait là de génération en génération. Sur ce que vous dites, Géraud, alors il y a ce triangle, hein, j'ai bien compris, États-Unis, Japon, on peut peut-être mettre la Corée du Sud, et puis la France. C'est quoi? C'est-à-dire la technologie, les Japonais, le marketing, les Américains, et nous la création, c'est ça, Pierre?
Oui, on pourrait le visualiser comme ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que on parlait d'Ubisoft, par exemple, mais ils ont des studios dans le monde entier. En fait, les studios travaillent ensemble. Il y a des compétences qui sont particulières dans chaque continent, dans chaque pays. Et souvent, en fait, les projets sont montés avec plusieurs studios et plusieurs pays ensemble. Donc, si vous voulez, c'est pas concurrentiel, c'est vraiment plutôt compatible, on va dire. Est-ce que des métiers, malgré, enfin, ça existe quand même des jeux vidéo depuis longtemps, est-ce que des métiers se sont encore créés dernièrement grâce aux nouvelles technologies, ou ce sont des métiers qui sont quand même, qui ont quand même déjà des années? Ça se développe de façon continuelle. Continuelle? Oui. Mais c'est un lien en fait avec la technologie. Hein. On parlait de la 3D. Maintenant, pour ceux qui jouent aux jeux dernière génération, il y a presque plus de différence entre le film et le jeu vidéo. C'est à un moment donné, quand on joue, on a l'impression d'avoir un film interactif. Donc, automatiquement, plus la technologie évolue, plus ça nous demande de développer aussi et de former des étudiants qui soient prêts pour ces technologies. On pourra parler de l'IA, par exemple, qui arrive et qui va bouleverser beaucoup d'aspects de ces métiers, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr. C'est une évolution et il faut faire en sorte de former les étudiants. Il faut la maîtriser. Voilà, tout à fait. Vous avez parlé de ces différentes étapes. Est-ce que celle qui consiste à jouer en ligne et d'une certaine manière à entrer en interactivité tout en jouant chacun de son côté, c'en est une autre, non, Géraud? Alors, c'est un aspect très particulier qu'on aborde parce que ça a des grosses spécificités de faire du jeu en ligne. Aujourd'hui, en plus de ça, il y a des codes qui se sont créés, il y a des manières de faire des jeux en ligne, et le public qu'on va toucher va attendre certaines choses, certaines possibilités, certaines fonctionnalités qui sont aujourd'hui enfin, c'est la base de ces jeux-là. Je pense à Uncharted, tout ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on ne fait pas de jeu en ligne sans ça. Donc, évidemment qu'on a ces spécificités-là à aborder. Après, en dehors de ça, non, c'est pas trop notre partie-là. Après, il y a des équipes qui vont être là derrière pour faire vivre le jeu, pour surveiller tout ça et l'alimenter. Mais nous, on intervient beaucoup plus sur la phase de conception avant ça. On est vraiment sur la phase préparatoire, on va dire. Combien faut-il de temps entre le moment, enfin, un jeu, ça met combien de temps? Enfin, on se rend pas compte parce qu'on a l'impression que tout est facile alors que ça prend du temps. Oui, ça a l'air facile, mais en fait, c'est très long. C'est très long. C'est une question. C'est très dur de répondre à cette question-là parce qu'en fait, ça dépend vraiment des prods. Ça dépend de la taille de l'équipe. Vraiment, on a d'autres questions difficiles, je vous préviens. Je pense pas qu'on puisse sereinement envisager de passer moins d'une paire d'années pour faire un jeu vidéo quel qu'il soit. Après, ça dépend le périmètre, ça dépend la taille du jeu, ça dépend ce qu'on veut en faire, ça dépend du savoir-faire, ça dépend de l'équipe. Donc c'est très dur. En moyenne, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est 4 à 5 ans. Ah oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Oui, ça dépend. Après, voilà, c'est pas une réponse fixe, ça dépend des studios, ça dépend des projets, ça dépend des équipes. C'est très très variable pour le coup. Aussi. Et aussi. L'aspect commercial, oui. Et autre chose, féminin, masculin, est-ce que les femmes arrivent tout doucement dans le jeu vidéo? Vous êtes un exemple, Cécile, on rappelle, vous jouez beaucoup, hein? Oui, je jouais. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Mais je perdais beaucoup. Donc ça c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu ces derniers temps. La mauvaise foi. Non, mais c'est très. Ça devient de plus en plus équilibré pour le coup. Alors, pas forcément au niveau des cœurs de métier. On voit quand même émerger des affinités particulières. C'est quelque chose qu'on retrouve. Le côté féminin, on le retrouve beaucoup plus facilement sur le côté artistique. Là où en programmation c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des intervenants féminins. Par contre, en termes de public ciblé, plus ça va, plus ça devient équilibré, plus on est à du 50-50. Aujourd'hui, on a quand même un panel de jeux vidéo qui existe, on le disait tout à l'heure, qui va du 7 au 77 ans et qui touche du masculin, du féminin, qui touche tout le monde. Donc autant ça a pu être un peu sectorisé pendant un temps il y a quelques années, autant maintenant ça devient quand même très très équilibré. Sur le contenu peut-être des jeux, parce que on en reparlera peut-être après, mais dans un instant, parce que vous me voyez venir, le sportif que je suis. Très bien venir, moi, bien sûr. Je joue au foot, au vélo et tout ça. Et je sais que vous allez être long, donc je suis obligée de vous arrêter parce que voilà, je suis obligée d'envoyer la pub, mais on en parle dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi, le jeu vidéo, le jeu en général, on pourrait en parler pendant des heures, il y a tellement de choses à dire avec une école qui est une très très bonne école, ça s'appelle Studio Mercier. Celle de Béziers est avec nous, avec Pierre Soulier qui en est le directeur. Merci d'être avec nous. Géraud Toussaint, enseignant justement dans ce Studio Mercier à Béziers, et professionnel de la programmation. Vous aviez une question magnifique, j'espère que vous vous en souvenez. Géraud Toussaint, c'est le prof le plus aimé de France, parce qu'en fait il enseigne aux élèves à jouer
jouer aux jeux vidéo. Non, il enseigne surtout à faire des jeux vidéo. Voilà. La question concerne le sport. Alors, peut-être qu'au départ, ces jeux vidéo, c'était la réplique du foot. Je sais que ça plaît bien à Cécile aussi, la voiture. Aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage du nombre de jeux de guerre, etc. C'est dur à dire. Le marché, là, aujourd'hui, représente un tel volume de jeux que il y a des centaines et des centaines de jeux qui sortent tous les jours. Là, on parle pas de gros jeux, pas faits par des gros studios, mais en quantité. Mais les grands thèmes, il y a quoi? Il y a sport, il y a guerre, il y a intelligence. Alors en fait, on en retrouve dans les types qu'on retrouve. On retrouve beaucoup de jeux d'aventure, on retrouve beaucoup de jeux d'action. Le jeu de combat, ça tourne toujours beaucoup. Alors le jeu de tir, ce qu'on disait, le FPS, c'est un gros genre qui existe beaucoup. Les jeux de sport, on en voit de plus en plus sur des sports de plus en plus différents, de plus en plus variés. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie non négligeable qui vient de toute la sphère e-sportive. Et donc on a ce qui est compétitif, qui devient en fait pas vraiment un genre, c'est un sous-genre, mais c'est quelque chose qui se développe sur à peu près tous les genres qu'on vient de citer là, aujourd'hui. On a quelque chose qui émerge. Alors Pierre Soulier, forcément, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez une école. Qui dit école dit forcément métier de demain. Aujourd'hui, l'industrie du jeu, c'est combien d'emplois à peu près? Est-ce qu'on a les chiffres? Au niveau national, oui, comme je vous ai dit, c'est à peu près entre 1000 et 2000 nouveaux emplois qui sont créés chaque année. Bon, après, l'industrie évolue. Il y a des années où ça va pas forcément embaucher, des années où ça embauche énormément. On peut faire le parallèle avec l'industrie du cinéma, par exemple. La seule différence, c'est que celle-ci, elle est beaucoup plus développée. Voilà. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être sur Paris pour travailler dans le jeu vidéo, contrairement au cinéma où c'est plus centralisé. Donc voilà, c'est une industrie qui internationale, effectivement. Elle s'exporte, ça veut dire que les savoir-faire français peuvent aller travailler facilement à l'étranger. Des métiers bien payés? Oui. Après, c'est les compétences de l'étudiant, on va dire, qui va déterminer aussi son salaire, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un studio indépendant avec 4 salariés, vous n'allez pas avoir forcément le même salaire que dans une grosse structure où vous êtes 500. Travailler sur un jeu AAA. Les qualités requises, parce que c'est important, il y a toute la partie expertise, mais il y a aussi une partie de savoir-faire, mais aussi de mise en lumière. Il y a un côté artistique aussi dans ce métier. C'est une double dose, en fait. Ça dépend un peu les secteurs qu'on va toucher, puisque c'est quand même plein de métiers différents. Mais oui, il y a quand même une sensibilité aux médias et à ce qu'on fait qui est non négligeable. Le produit final qu'on fait actuellement, c'est un produit qui est visuel, que les gens ils vont le voir, ils vont l'entendre, ils vont interagir avec. Et si on fait pas attention à ce qu'on fait, on fait pas des choses de qualité. On a besoin d'avoir une culture qui soit assez développée pour comprendre ce qui se fait, ce qui est attendu. Et puis après, il y a forcément un gros échange de regards critiques, de vérification, de comparaison, et ça c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure. Il y a l'expérience qui vient. Mais dans vos cours, par exemple, c'est cours de quoi? C'est-à-dire, bonjour, aujourd'hui on apprend quoi? On apprend à utiliser des outils. Un jeu aujourd'hui, ça se fait avec des moteurs. Alors le moteur, si on revient à 20 ou 30 ans en arrière, il fallait le développer à la main soi-même. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a des sociétés qui créent des moteurs et qui les mettent à disposition, c'est pas forcément gratuit, c'est très souvent gratuit d'accès pour pouvoir l'utiliser de manière personnelle. Dès qu'on en vient à faire quelque chose de commercial, il va falloir payer des licences, il va falloir payer quelque chose. Mais ça permet d'avoir un gros socle qui existe, qui est déjà là, qu'on va pouvoir utiliser. Donc nous, ce qu'on apprend, dans certains cours, c'est d'apprendre à utiliser ces moteurs-là, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on utilise, et à côté de ça, c'est apprendre à créer la matière première, je vais dire, qui va être utilisée dans le moteur. Parce que le moteur, quand on fait un personnage, il n'a pas le personnage. Il est capable de le gérer, mais il faut qu'on le crée en amont. Donc on va le créer en amont, on va lui donner, et puis après on va utiliser le moteur pour faire ce qu'on a besoin de faire avec le personnage. Sur cette école, forcément, il faut un bagage minimum pour arriver dans cette école. Je sais bac plus combien aujourd'hui? Pour accéder à l'école ou après l'école? Non, pour accéder à l'école aujourd'hui. C'est post-bac. Post-bac, voilà, tout à fait. Voilà. Les qualités requises, c'est quoi? Il faut être matheux, soyons clairs. À la base ou pas du tout? Pas forcément, parce que, comme l'a dit Géraud, c'est vrai qu'on a plusieurs profils. Où là, on a des filières de l'industrie du jeu vidéo. C'est un petit peu, je fais souvent le parallèle avec le rugby, par exemple, où il y a des profils, des physiques différents. Et là, c'est pareil, vous avez des créatifs qui ont beaucoup d'idées, mais qui ne savent pas dessiner. Eux, c'est des game designers.
Vous avez je sais pas dessiner. Vous avez justement, parler de mathématiques, des personnes qui sont très techniques sur la programmation, les mathématiques. Donc là, c'est plutôt des profils qui vont faire du code. Et après, vous avez les créatifs qui, eux, savent très bien dessiner, sont créatifs, ils vont faire tout ce qui est conception graphique du jeu. Donc voilà, en fait, selon notre travail à nous, bien évidemment, c'est de... Mais eux, ils ne rentreront jamais dans le jeu. Ils vont faire des dessins de personnages pour qu'on comprenne bien. C'est ça, c'est vraiment ils vont créer tout ce qui est design, mais après, ils vont modéliser les personnages, les animer. Et après, c'est les développeurs qui, eux, vont intégrer tout ça dans le moteur de jeu. Mais Pierre Soulier, je vous souhaite toute la réussite, mais là, vous passez à Sud Radio. Tout le monde vous écoute. On entend dire, on peut faire une école pour travailler sur les jeux vidéo à la sortie du bac, mais vous allez avoir des milliers de demandes. Aujourd'hui, vous avez entre 120 et 150 élèves. Comment vous faites ? On sélectionne, on reçoit les étudiants, on les écoute déjà. Il y a un premier rendez-vous téléphonique où on va essayer de sonder un petit peu l'intérêt de l'étudiant. Est-ce que ça correspond à ce qu'on recherche et est-ce que l'école correspond à ce qu'il recherche aussi ? À partir de là, si c'est positif, on fait un test, un QCM, plus un test de programmation ou artistique au niveau du dessin. Si c'est concluant, après on le reçoit, on fait un test, on va dire un entretien de motivation qui se passe, il n'y a pas de piège, mais on veut connaître vraiment la passion de l'étudiant. C'est des métiers de passion. Voilà, quel que soit votre profil, quelles que soient vos compétences. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, de la rigueur pour faire avancer les choses, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai, quand je parle de passion, ça rejoint un petit peu tout ce que vous évoquez, mais c'est surtout la différence entre le gamer qui s'intéresse uniquement au jeu, qui veut faire de l'e-sport par exemple, et la personne qui s'intéresse au jeu, mais surtout à la conception du jeu. C'est-à-dire, ok, j'aime ce jeu, mais moi je l'aurais fait différemment. C'est ça qu'on essaie de déceler dans l'entretien pour voir si le profil correspond et si l'école correspond aussi à ce profil-là. Est-ce qu'il y a des parlons vrai, c'est marqué sur nos murs, est-ce qu'il y a des élèves qui arrivent avec plein de bonne volonté et finalement on n'y arrive pas, quoi ? Ça arrive, forcément, ça arrive. Ça arrive parce que oui, c'est comme le disait Pierre, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication. On en parlait tout à l'heure, un des parallèles qu'on peut faire, c'est le cinéma. On peut tous aimer aller voir un film au cinéma, c'est pas pour autant qu'on va être capable d'en faire un. Nous, c'est la même chose là. On est là pour créer du jeu vidéo, pour faire en sorte de créer quelque chose, de concevoir quelque chose. C'est un côté très répétitif, très ingrat par moment. Donc s'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas la motivation, c'est un peu délicat. C'est 4 ans le cursus, c'est ça, 4 ans. Hein. Ouais. Allez, vous bougez pas, on revient dans quelques instants. On a des témoignages, en tout cas des élèves qui vont arriver dans quelques instants, parce que c'est bien aussi de partager le quotidien de ces élèves, leurs ressentis. Vous pourrez dire si vous nous entendez tout ce que vous voulez, bien entendu. Nous, on est... Il sourit, les profs et en tout cas le directeur. On en parle dans un instant. Ils sont équipés, en tout cas les élèves là. Ils sont équipés comme des gamers. On voit le siège, on voit le casque. On sent des gamers à côté. Bien sûr. Là, on voit qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, par exemple. On n'y est pas. On n'y est pas. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi, vous en avez rêvé, elle existe, une école pour former au métier du jeu vidéo. Et oui, on n'est plus obligé de dire je vais à l'école et après au jeu vidéo, on peut faire les deux. Le matériel, on va en parler de cette école du studio Mercier de Béziers, comment ça marche. Nous avons même des élèves qui vont intervenir. Pierre Soulier est avec nous, je le rappelle, le directeur studio Mercier de Béziers, et puis Géraud Toussaint, l'enseignant le plus aimé de France, professionnel de la programmation. Le directeur aussi, le plus aimé de France. Oui, aussi. Cette école, Pierre Soulier, ce qui est important, ça fonctionne comme un campus en fait. On n'est pas dans vraiment une salle de classe. On est presque en train de travailler finalement. Oui, tout à fait. De toute façon, on est sur le modèle de campus qu'on peut retrouver aux États-Unis, par exemple. Il y avait des appartements, des salles de coworking, des salles de sport. Après, au niveau de la pédagogie elle-même, les journées sont scindées souvent en deux parties. Vous avez une partie en travaux dirigés où les étudiants vont être encadrés par des professionnels comme Géraud, où ils vont apprendre les méthodes de travail. Oui. Et après, une partie pratique où ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu sur des projets liés à l'école ou sur des projets personnels, bien évidemment. Donc, on reste sur des métiers, quelles que soient les filières, où il faut énormément pratiquer et en fait refaire, se tromper, refaire et refaire.
Ça rejoint voilà, ce que j'évoquais, si on n'est pas passionné, ça devient très compliqué. Il y a une cohésion parmi vos élèves, Géraud Toussaint, cohésion d'équipe. On sent qu'on est une équipe, ce qui est un peu différent des écoles traditionnelles. Alors oui, on essaye. On a la chance d'être encore, on va dire, à taille humaine. On n'est pas non plus très 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 nombreux dans le campus. Ouais, 120, 150, voilà. C'est ça à peu près. Et on travaille très rapidement sur des groupes. Donc il y a tout ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui est relations humaines, discussion, échange, qui est primordial dans notre métier, et on les confronte à ça dès le début de la première année. Ils font ça régulièrement. Mais il y a des examens à l'issue de chaque année ou pas? Oui, non, mais tous les ans. Tous les ans. C'est régulier. On a des modules, ils ont des tests à passer, il y a des examens à valider. Ça effectivement tout au long des années. Et on redouble si jamais si ça se passe pas bien, oui. C'est ça, okay. Après, on est dans une école privée, donc c'est recommandé, on va inciter, on peut pas valider certains passages, et après c'est au bon vouloir aussi. Est-ce qu'il y a des génies qu'on voit immédiatement, c'est-à-dire la première année où on sent que waouh, il y a un truc qui se passe incroyable? Oui, on peut le voir déjà à l'entretien de motivation. Oui. Il y a des personnes, des jeunes qui arrivent déjà avec un bagage, un autodidacte qui a été développé pendant plusieurs années. Et ça arrive d'être impressionné, que ce soit en programmation ou que ce soit en du coup, ce sont eux qui vous apprennent à faire des choses, quoi. Ça peut arriver. Ça m'est pas arrivé encore, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, vraiment, on a vraiment des étudiants qui, dès le début, sont des fois très, très, très compétents dès le départ, quoi. Donc, ça devient des relais pour nous. On n'est peut-être pas à nous apprendre des choses, mais par contre, ça peut être des relais pour nous aider à faire monter la classe en compétences. Vous pouvez pas vous endormir dans vos certitudes. Bon, on a un cadre là, Alexandre Gomez. Il est 3e année. Et lui, alors, il s'occupe de la conception et de l'optimisation de l'architecture informatique. Moi, la phrase est compliquée. Moi, j'ai déjà décroché. Bon, si vous nous regardez sur la chaîne YouTube, vous l'apercevez, le siège, le casque, tout y est, gamer dans l'âme. Alexandre, c'est une aventure géniale, cette école. C'est incroyable, c'est exactement en fait ce que je voulais faire, et le fait en plus que ça s'installe à Béziers. C'est un rêve, on va dire, que ça évite en fait de partir loin, par exemple, et on a ça à portée de main ici, et c'est beau. C'est un truc. C'est quoi? C'est un métier que vous vouliez faire depuis des années, mais comment? Parce que vous avez plusieurs thématiques, plusieurs métiers différents. Comment finalement on choisit sa voie parmi tous les métiers de jeux vidéo? Alors moi, on va dire que c'est plus par hasard. On va dire en fait, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je joue aux jeux vidéo, et j'ai toujours été passionné par cela. Et un ami m'a parlé justement de l'école par rapport aux plusieurs formations et du coup aux plusieurs métiers qui pouvaient exister liés aux jeux vidéo. Et ça m'a mené à la programmation, parce que c'est ce qui pour moi rend le plus vivant un jeu vidéo. C'est quoi la programmation? Alexandre, c'est quoi la programmation? Expliquez-nous. La programmation, ça dépend du moteur avec lequel on va créer le jeu vidéo. On va parler de lignes de code si on parle de C++. Si on... Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile. Je vous ai perdu. Vous écoutez Sud Radio, vous découvrez des choses. Continuez, Alexandre. Ça va être dur de parler programmation sans utiliser de termes techniques. Donc on va dire... Bon, grosso modo, pour le sportif que je suis, c'est vous qui êtes capable de créer le terrain de foot qu'on va voir à l'écran, non? Grosso modo, ce qu'on va dire, c'est donner des ordres à des acteurs, on va dire, pour justement rendre vivant notre jeu vidéo. C'est vous qui faites bien jouer Mbappé sur FIFA. C'est vous qui faites bien jouer Mbappé sur FIFA, en fait, c'est ça. C'est énorme. On va dire ça grosso modo. Vous êtes en quelle année? Vous êtes en 3e année, donc il lui reste effectivement une année. L'objectif, c'est quoi? C'est la France, c'est l'étranger, pays étranger, c'est quoi? Dans un premier temps, on va viser la France, donc on va essayer de viser les plus gros studios français, on va dire, et après pourquoi pas s'exporter plus tard à l'étranger, on verra.
Forcément des étudiants tels que Alexandre. J'ai l'impression que Alexandre, c'est l'un des petits génies dont on parlait tout à l'heure, où on se sent que très vite il y a une appétence depuis la base. Mais entre jouer à des jeux vidéo et faire du codage, ou en tout cas faire de la programmation, il y a un gap énorme. Oui, c'est pas du tout la même chose. Pour le coup, c'est pas du tout pareil. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui sont quand même très développés, très poussés, et qui nous permettent de rentrer. En fait, ça nous permet d'avoir des résultats très palpables, très visuels, très rapidement. Donc sur le premier contact, ça permet d'avoir un côté très satisfaisant de se dire en 2 semaines que je savais rien faire, là j'ai réussi à poser un cube, à le déplacer, et je peux faire des choses avec, quoi. Je peux créer des règles et je peux faire des choses avec. Ça devient interactif et on voit les résultats. Donc quand on aime bien ça, on accroche assez vite à ça. Et ça a été le cas pour Alexandre, pour le coup. Bon, on a regardé la brochure de l'école, parce qu'avec Cécile, quand même, on a étudié. On ne comprend pas tout. Mais par exemple, ce qu'Alexandre Gomez peut faire comme métier, développeur de jeux vidéo, programmeur de gameplay, designer de niveau, graphiste 3D, concepteur d'interface d'utilisateur et artiste technique. Vous avez un choix entre toutes ces professions ? Moi, personnellement, ce serait plus orienté gameplay programmeur. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est ce à quoi on est principalement formé à faire, on va dire, parmi tous les métiers que vous venez de citer. On va un peu toucher à tout, mais le gameplay, en fait, c'est là où on va être amené à être principalement formé, et c'est ce que je préfère, parce que c'est vraiment ce qui va constituer l'intrigue, en fait, du jeu vidéo, en grande partie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Pierre Soulier, est-ce qu'il y a dans tous ces métiers des métiers qui sont plus rares, où effectivement qui regroupent un minimum de personnes? J'imagine qu'il y a des métiers un peu plus traditionnels où là effectivement il y a beaucoup, mais où vraiment il y a des petites équipes et c'est presque des niches de métiers. Oui, on peut parler par exemple des concept artistes. Oui. Les concept artistes, en fait, c'est des designers, comme designers automobiles, sauf que là, eux, ils designent tout ce qui touche au cinéma d'animation, au cinéma ou aux jeux vidéo. En termes de prérequis, il faut avoir déjà un très bon niveau de dessin. C'est des métiers de niche, effectivement. Mais ça veut dire que les places sont chères et qu'il n'y a pas beaucoup de places à prendre. Si vous voulez, sur un studio de 100 personnes, vous avez à peu près 2-3 concept artistes. Ah oui. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des métiers vraiment de niche où il faut déjà avoir un bagage. Comme la musique, si on n'a pas l'oreille, c'est très dur d'être un bon musicien. Là, c'est pareil, si on ne sait pas dessiner, c'est très dur de devenir un bon designer. Mais quand vous dites bien dessiner, on est d'accord, on prend un pinceau et on regarde, ou un stylo, et on regarde s'il sait dessiner, quoi. Voilà, tout à fait. C'est des fondamentaux qui sont liés à l'observation, qui sont liés en fait à certaines compétences qui sont intrinsèques à ces métiers. Et que même avec la meilleure pédagogie, on ne va pas forcément apprendre parce qu'il faut un don déjà au départ pour avoir les compétences. Géraud Toussaint, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, certains arrivent avec déjà des compétences. Ça veut dire qu'il y a déjà ça existe des tutos sur Internet. Ça veut dire que ce sont des gamins qui dans leur chambre, ou des jeunes femmes ou des jeunes filles dans leur chambre, ont commencé à tester, à monter des trucs. Certains vous montrent presque parfois des projets qu'ils ont mis en place. Les meilleurs, oui, ça arrive très souvent. Enfin, je dis les meilleurs, c'est surtout aussi ceux qui ont eu la curiosité et qui se sont penchés là-dessus avant les études supérieures. Très souvent, ils arrivent avec des projets, des prototypes, des choses à montrer. Et c'est déjà un gros bond en avant, parce que ça veut dire qu'ils ont déjà une approche, ils ont déjà une connaissance. C'est un gros sas du début de la formation sur la première année qu'on va passer beaucoup plus vite avec eux, qu'on va pouvoir rentrer dans des choses beaucoup plus productives, beaucoup plus rapidement. Mais est-ce qu'on... Pardon, je rebondis sur une autre question. Forcément, l'intelligence artificielle. C'était la même. Non, mais la technologie, on doit se reformer tout le temps. Ah oui, bah moi, sans aucune... en toute transparence, ce que moi j'apprends en formation continue sur une année, en 3 ans, je ne peux pas retransmettre tout en 3 ans à une classe d'élèves. Si on était sur de l'individuel, oui, mais la quantité de nouvelles choses auxquelles il faut qu'on se forme, nous, ne serait-ce que sur l'évolution des outils, c'est faramineux. Et puis là, depuis 2 ans, avec l'essor de l'IA, ça l'est encore plus. Parce que sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, Philippe David en a parlé sur Sud Radio, il était question de métiers qui disparaîtraient. Est-ce que les métiers auxquels vous formez risquent d'être impactés par l'arrivée de l'intelligence artificielle que vous-même, vous pouvez essayer de construire? Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Disparaître, je suis pas sûr. Impacter, c'est sûr et certain. Plutôt que disparaître, je pense que c'est amené à se transformer
transformer et a changé, a évolué. Aujourd'hui, pour moi, l'IA, c'est un outil. C'est un outil qui a été créé, qui existe. Qu'on le veuille ou pas, ça existe. La question, c'est est-ce qu'on s'en sert ou pas? Alexandre Gomez, le Graal pour vous, ce serait quoi aujourd'hui? C'est de travailler avec qui? Si vous, d'un coup de baguette magique, vous pouviez travailler ou sur un jeu, ou sur une boîte, ou dans un pays, ce serait quoi? Alors là, directement, je vous répondrai en termes de boîte, c'est Ubisoft. Ubisoft. C'est français, Ubisoft, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Cocorico. Et franchement, si le patron d'Ubisoft vous écoute, là, à mon avis, vous avez déjà signé, là. Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre Ubisoft. J'aimerais bien travailler avec Alexandre Gomez. Et alors, vous restez avec nous, puisqu'on va faire une petite pause. Et dans un instant, vous allez voir que les jeux vidéo ne sont pas forcément consacrés qu'aux garçons. Léonie Claude sera avec nous dans quelques instants. Elle est déjà souriante. On la voit, elle sourit. Ouais. On en parle dans un instant. À tout de suite. Vous avez dit Jean-Pierre Ubisoft, vous êtes sûr? Oui, c'est Jean-Paul. C'est un plaisir ce soir de découvrir plein de nouveaux métiers grâce à une toute nouvelle école qui s'appelle le Studio Mercier, qui est à Béziers. Et Pierre Soulier. Elle n'est pas toute nouvelle, mais en tout cas elle s'appelle maintenant le Studio Mercier. Oui, parce qu'avant il y avait un autre nom. Enfin, c'est pour ça. Cibéart, on peut le dire. Voilà, ça va fusionner avec. On peut vous le dire. Donc on peut le dire. On a le droit. Ah bah, vous l'avez dit. Alors Pierre Soulier, le directeur, est là, et puis Géraud Toussaint qui est enseignant et qui est présent aussi avec nous. C'est le moment de parler de tous ces métiers qui vous font rêver, ces métiers qui servent à construire des jeux vidéo qui sont au service d'une industrie faramineuse, Cécile. Absolument. Et pour en parler, donc on est toujours avec Pierre Soulier, le directeur de ce studio Mercier, et Géraud Toussaint, enseignant et professionnel de la programmation. Et Léonie Claude est avec nous. Elle est en 3e année de Game Artist. Bonsoir Léonie, merci d'être avec nous. Déjà, vous êtes en 3e année. Qu'est-ce qui vous a attiré? Et c'est intéressant d'avoir votre témoignage de jeunes filles qui pourraient nous écouter, ou même moins jeunes, parce que est-ce que finalement on peut faire une reconversion, Géraud? Ah oui, ça arrive. On a majoritairement des gens en post-bac, mais ça peut arriver d'avoir des gens plus âgés. Ouais. Cécile, vous avez posé une question personnelle. Oui, absolument. Vous avez envie, Cécile. Voilà mon CV. Je suis nulle en maths, mais bon, ça ne m'aidera pas beaucoup. Léonie, aujourd'hui, votre métier, qu'on comprenne bien, en tout cas, le métier que vous allez embrasser, c'est quoi exactement? Alors, moi, du coup, je me tourne plus vers, le côté game artiste. Donc, on va faire tout ce qui est personnage, environnement, en fait, des jeux vidéo. Donc, moi, personnellement, j'aimerais vraiment faire tout ce qui est environnement. Donc, c'est-à-dire le décor, que ce soit des maisons, des arbres, tout ce genre de choses, en fait. Il y a beaucoup de phases de production, en fait, différentes. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de logiciel, en fait, on a un premier logiciel qui va nous permettre de construire une shape, c'est-à-dire une forme, on va dire, de l'objet. On a un autre logiciel qui va nous permettre, en fait, d'appliquer une texture à proprement parler. Donc, c'est-à-dire si c'est un objet métallique ou si c'est quelque chose qui est plus en tissu, ce genre de choses. Et ensuite, donc, avec l'aide, des programmeurs, on va l'intégrer, du coup, au moteur de jeu Unreal Engine pour, du coup, créer nos environnements et nos décors de jeu pour pouvoir, après, avoir un joueur qui se déplace, en fait, dans un environnement complexe avec beaucoup d'éléments. Léonie, quand vous étiez petite, vous passiez votre temps à dessiner ou à jouer aux jeux vidéo? Alors, un petit peu des deux. C'est bien toujours d'avoir une base quand même de dessin, malgré tout. En fait, certes, en fait, en tant que game artiste, c'est pas notre priorité, en fait, de connaître vraiment toutes les notions du dessin, même si c'est quand même très important. Mais comme on fait plus de la 3D, c'est moins porté vers le dessin, mais plus des notions propres, en fait, au logiciel à proprement parler. La langue normalement universelle de tous ces gamers, c'est l'anglais, et pourtant les cours sont prodigués en français. Est-ce qu'il faut une base quand même d'anglais? Et si vous pouvez répondre en anglais, Pierre, s'il vous plaît. Allez-y. Please. Alors bien évidemment que ça reste une compétence qu'il faut acquérir. Alors, au sein du campus, il y a des cours d'anglais qui sont basés sur l'anglais parlé, l'anglais professionnel. On dit aux étudiants concrètement, c'est vrai qu'ils arrivent avec un niveau post-bac où ils comprennent très bien l'anglais, mais ils ont de grosses difficultés pour justement libérer la parole, si je puis dire. Et notre rôle, bien sûr, c'est de les former, d'être capables de tenir une discussion ou un entretien d'embauche en anglais. Donc ça reste quelque chose qui est hyper important pour... Oui, parce qu'en fait, toute cette partie gamer, tout est en anglais. Les logiciels, le discours, le dialogue, enfin, en tout cas, les dialectiques. Alors, ça dépend des langages. C'est vrai beaucoup pour les programmeurs, parce que oui, effectivement, les bases
tous les langages qu'on utilise ils sont codifiés et généralement ils sont codifiés en anglais, donc les mots-clés qu'on va utiliser c'est des mots anglais. Mais en dehors de ça, non, aujourd'hui les moteurs, les outils qu'on utilise, ils ont de plus en plus de traductions françaises. C'est par contre des fois plus simple d'avoir de la ressource en anglais, trouver des tutos, de l'accompagnement en anglais. Par contre, là où je rejoins Pierre, c'est que aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les studios, ils sont connexes entre eux, ils échangent entre eux, ils travaillent. Ubisoft aujourd'hui, quand ils font un gros projet, ils travaillent avec des studios français, avec des studios aux États-Unis, avec des studios en Thaïlande, avec des studios. Oui, il y a des collabs internationales. Du coup, pour que tout ça fonctionne, les équipes, elles parlent anglais. Donc pour communiquer avec son équipe et travailler avec son équipe, il faut parler anglais. My Taylor is rich. Yes. Léonie, on a parlé tout à l'heure avec votre directeur, Pierre Soulier, tout le monde a envie de faire cette école. On sort du bac, on est passionné. Ça a été difficile, la sélection, parce que il a fallu... Il y a pas vraiment d'examen pour rentrer, hein. Alors, moi, vu que ça fait 3 ans, il n'y avait pas encore le test dont vous a parlé en fait Pierre Soulier. Ah, on va le faire maintenant, Léonie. On va le faire maintenant. Donc, effectivement, maintenant, il y a un test en fait de dessin, on va dire, pour rentrer dans la formation dans laquelle je suis rentrée. Mais moi, en fait, ça s'est principalement passé par un entretien où j'ai pu en fait montrer donc mon portfolio, c'est-à-dire toutes les réalisations que j'avais pu faire avant d'arriver dans cette école. Donc, c'est vraiment un gros échange parce que c'était un entretien d'environ à peu près 1 heure qui s'est passé avec lui où vraiment on a pu échanger sur les idées, quels étaient même les projets futurs après l'école, où est-ce qu'on se voyait potentiellement. Et c'était vraiment, j'ai pu vraiment, être, on va dire, excusez-moi, j'ai pas les termes, mais à vraiment me dire c'est l'école où je veux aller parce que c'était vraiment les connaissances que je voulais avoir. C'était comme une introspection en fait. C'était une introspection qu'on vous demandait de faire sur vos motivations. Je pense que peut-être le terme est un peu fort, mais vraiment montrer que oui, on est dans ce domaine-là, on veut progresser sur ce domaine-là et on veut travailler plus tard dans ce domaine-là également. Quand vous entendez Léonie, forcément c'est une vraie belle ambassadrice pour l'école. Oui, Léonie, je me souviens aussi de son entretien, même s'il y en a eu beaucoup. Ouais. Oui, il y a des étudiants ou des étudiantes qui sortent du lot, ça c'est évident, qui arrivent à une certaine maturité. Léonie avait une grosse maturité. Là, s'il me semble, elle avait déjà une licence ou un BTS, c'est ça, Léonie? Ouais. Une licence, oui, effectivement. Voilà. Donc, effectivement, elle avait cette maturité. Ah oui, donc elle sortait pas directement du bac. Voilà, elle avait cette maturité qu'on ne trouve pas forcément chez les postes bacheliers. Et on voyait très bien chez elle qu'il y avait cette petite étincelle dans le regard qui dit ok, en fait, si je rentre dans cette école, je vais faire ce qu'il faut pour réussir. Léonie, Claude, l'avenir, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alexandre Gomez. Finalement, c'est de travailler. Le Graal pour vous, c'est de travailler où? En France? Du coup, je rejoins mon collègue. Ah bah. Pardon, je vous coupe la parole, excusez-moi. C'est que du coup, je rejoins mon collègue, donc Alexandre, qui souhaitait postuler à Ubisoft. J'avoue que pour du coup, une première idée, ça serait également de pouvoir aller dans cette entreprise qui est quand même assez réputée, on ne peut pas se mentir. Vous êtes un vivier, j'imagine, pour toutes ces boîtes aujourd'hui de jeux vidéo. On vient piocher chez vous. Est-ce qu'on vient déjà, comme au football ou chez les sportifs, les détecter très tôt? Oui. Est-ce qu'on les suit très tôt en disant « Ah, là, il y a quelque chose » et les entreprises peuvent déjà miser très tôt sur eux? Oui, bien évidemment. Comme Léonie et Alexandre disaient, Ubisoft travaille quand même en collaboration avec eux depuis pas mal d'années. Bien évidemment que quand ils font des recrutements au sein de l'école, ils viennent tester, ils viennent voir un petit peu les compétences qu'il y a pour leurs projets futurs. Ça se passe comme ça. Il faut garder à l'esprit que c'est une industrie où on valorise les compétences avant le diplôme, même si le diplôme, c'est toujours gratifiant et important. C'est une validation. Voilà, ouais. Tout à fait. Mais les studios, ce qu'ils veulent, en fait, c'est se déplacer, voir un petit peu les profils d'étudiants qui vont pouvoir prendre un stage dans un premier temps, et puis après un contrat si l'étudiant est compétent. En fait, pour ces studios, c'est tout bénéfice. Ils vous ont aidé à créer cette école ou pas? Non, pas forcément aidé. Par contre, on a une relation privilégiée avec eux. On parle d'Ubisoft, mais pas que. On travaille avec une trentaine de studios au niveau national, international. Ils nous donnent, par exemple, des axes de progression pédagogique, par contre. Voilà, eux, ils sont en fait en plein dedans dans l'évolution du métier. Et en fait, on va se diriger vers eux. On va faire des réunions avec eux pour voir concrètement quel profil ils vont embaucher, quel profil ils vont chercher. Et nous, en fonction, bien évidemment, on va adapter notre pédagogie et former nos étudiants pour qu'ils soient formés pour être embauchés. Chose très importante, entre Géraud Toussaint et Pierre Soulier, ce qui nous intéresse, c'est la grille des salaires.
C'est ça, c'est finalement, est-ce que c'est un métier porteur? La grille des salaires, c'est quoi en fonction de tout? J'imagine que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Soyons francs, parlons vrai. Oui, bien évidemment. Après, on n'est pas là pour feutrer le discours. Si vous avez un étudiant qui est très compétent, sa grille de salaire sera un petit peu différente, bien évidemment. Bien sûr. Là, il y a trois barèmes. C'est-à-dire quand vous sortez des études, vous êtes ce qu'on appelle junior. Après, vous allez être middle et après senior. Ça, c'est fait vos années d'expérience qui font que votre grille de salaire va évoluer. Au début, ça commence à combien? Après, ça dépend du poste. Pour la programmation, je laisserai Géraud répondre. Allez, Géraud. Parce qu'il nous reste 50 secondes. Pour le coup, pour la programmation, on est sur des choses, en tout cas dans la partie sud de la France, qui vont avoisiner les on va dire, entre 26 et 30 000 euros à l'année. D'accord. Sur les entrées en junior, et après l'évolution, ça dépend. Ça reste un milieu qui est quand même. On est d'accord, ça peut monter très vite. Ça peut monter, mais ça peut aussi, en fait, oui, parce que du coup, c'est quand même un milieu qui fonctionne vraiment essentiellement sur le retour sur investissement. Oui. C'est-à-dire qu'on va d'abord dépenser et après on va engranger. Et si on engrange suffisamment, du coup là, on peut envisager d'augmenter les choses, d'embaucher. Un cadre créatif, c'est au-dessus de 10 000 par mois, non? Quand on parle de seniors, je ne sais pas, ça dépend les villes, ça dépend les studios, ça dépend les endroits, mais j'ai pas de mal à l'envisager. Ouais. Oui, voilà. Pas de mal à l'envisager. On est d'accord. En tout cas, c'est un métier, quoi qu'il en soit, un métier d'avenir et une école d'avenir, puisque chaque année, on recherche. C'est un métier porteur, on le sait, c'est cette filière. Merci beaucoup, Pierre Soulier, d'avoir été avec nous. Donc, directeur de Studio Mercier, c'est à Béziers, et je vous incite à regarder sur leur site internet, à vous interroger, parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Géraud Toussaint, merci beaucoup, enseignant, donc vous pourrez peut-être ce sera votre prof, on ne sait jamais, et professionnel de la programmation. Merci beaucoup Alexandre Gomez, en 3e année, chargé de la conception et de l'optimisation de l'architecture informatique, et Léonie Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous, 3e année en game artiste, c'est la création des éléments visuels. Merci en tout cas d'avoir partagé cette émission avec nous. Et il va y avoir des demandes pour l'école, j'imagine. J'espère. Merci, à très bientôt. Et puis, merci à notre équipe. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Frédéric Brindel, pour ces 2 jours. Bon, à bientôt. Oui, bien sûr, à très bientôt. Demain, on retrouve Philippe David. On est obligé de le reprendre. On n'a pas le choix. On l'embrasse s'il nous écoute. Merci à notre équipe et on se retrouve demain à 17h. Passez une belle soirée. Salut.